Bonjour Monsieur Roblin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que sont les biothérapies dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? Alors ce sont des anticorps monoclonaux. On a actuellement deux biothérapies à notre disposition, tant dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite hémorragique. Le premier c'est l'infliximab ou Remicade et le deuxième c'est l'adalimumab ou Humira. Dans l'avenir on en attend d'autres. Mais il faudra maintenant confirmer les études, je dirais, de phase 3 pour avoir plus d'anticorps monoclonaux et donc plus de biothérapie dans ce domaine des maladies inflammatoires. D'accord. Et en quoi ces molécules ont-elles révolutionné la prise en charge des MICI? Elles ont apporté des éléments sur la rapidité d'action de ces molécules. Nous avons des taux de rémission qui sont sans doute plus élevés au cours des traitements par anti-TNF, dans les deux maladies d'ailleurs, comme dans les formes les plus sévères. Dans la maladie de Crohn, par exemple, il est vrai que l'apparition de fistules, qui sont des complications extrêmement délabrantes pour ces patients, nous permet de fermer ces fistules, ce que quasiment aucun traitement avant ne proposait. Comment vous suivez aujourd'hui vos patients qui sont traités par anti-TNF-alpha? Alors, il y a plusieurs éléments dans la surveillance. D'abord, il y a une surveillance clinique pour savoir si le malade répond ou ne répond pas à la maladie sur les principaux symptômes qu'il présente et qu'il connaît d'ailleurs très bien et qu'il décrit. Le deuxième élément à ne pas oublier, c'est bien entendu de rechercher les effets secondaires de ces molécules. Ce sont quand même des médicaments relativement importants qui sont source d'infections dites opportunistes. Et donc, il ne faut pas oublier les effets secondaires qui peuvent être ces infections. Et puis, il y a des éléments paradoxaux qui peuvent apparaître, des problèmes rhumatologiques, des problèmes cutanés, qu'il faut en tout cas prendre en compte et voir. Sur le plan de la biologie elle-même, en général, on va regarder pareil les éléments de l'activité de la maladie, notamment sur la CRP que l'on a facilement, et on va de manière un peu régulière regarder les globules et les transaminases, souvent c'est-à-dire ce bilan hépatique. Et puis se pose la question d'en savoir plus sur les taux pharmacologiques de ces molécules qui sont maintenant parfaitement dosables et qui vont nous apporter des éléments soit sur la prédictivité de la réponse, soit sur la prédictivité d'une rechute, soit sur l'optimisation du traitement. En tout cas, dans différents moments de l'histoire naturelle, il est important sans doute de les doser en pratique clinique. Est-ce qu'il y a une différence d'immunogénicité parmi les anti-TNF, infliximab, adalimumab? Alors, au début, on a dit oui, parce que l'infliximab est un anticorps monoclonal chimérique, qui contient donc une partie souris, donc on s'attendait à ce que nos malades créent des anticorps anti-infliximab, ce qui est arrivé. Et on pensait que l'adalimumab, qui est un anti-TNF humanisé ou totalement humain, ne fabrique pas d'anticorps ou ne nous propose pas de fabriquer des anticorps. En fait, il existe des anticorps anti-adalimumab. Les taux sont variables en fonction des études, mais ils sont loin d'être négligeables, puisqu'en gros, dans les études, ils sont actuellement au cours de 15 à 25% d'anticorps anti-adalimumab. Donc les deux, en termes d'apparition d'anticorps, sont présents, mais ce n'est pas un scoop, puisque toute utilisation d'une molécule, comme par exemple l'insuline, qu'on fait par voie sous-cutanée, va créer des anticorps anti-insuline. Donc ce qui nous arrive en termes d'immunogénicité est attendu. Est-ce qu'il est possible d'établir des profils de patients à partir du dosage justement de ces molécules, médicaments et anticorps anti-médicaments? Alors, les données deviennent de plus en plus claires pour effectivement trouver des profils. C'est-à-dire le patient qui répond bien à ces anti-TNF ont des taux sériques d'anti-TNF circulants, que ce soit d'infliximab ou d'adalimumab, nettement plus élevés que ceux qui perdent leur réponse. Ça, c'est clair et net. Après, il existe, chez les patients qui ne répondent pas, plusieurs profils. Il y a ceux qui ne vont pas répondre aux anti-TNF à un moment donné, quelle que soit la nature, qui en général, pour simplifier, ont des taux sériques d'anti-TNF dans le sang tout à fait normaux, favorables, je dirais, et ils ne répondent pas tout simplement parce que ce n'est pas la voie du TNF qui est la voie prioritaire de la maladie. Et puis, il y a enfin ceux qui ont des taux d'anticorps très élevés, où ceux-là, soit au moment où on les voit, soit plus tard, vont probablement perdre leur efficacité au traitement. Et ça, il existe pour l'infliximab une méta-analyse qui montre que quand on a des anticorps élevés, on a une réponse qui est moins favorable ou une perte de réponse probable.
Et on peut imaginer que ça soit la même chose. Une étude courte sur les anticorps anti-adalimumab montre la même chose en tout cas. Comment est-ce que vous intégrez justement ce suivi thérapeutique pharmacologique dans la pratique quotidienne, en systématique ou en suspicion d'échappement? Je dirais qu'il y a deux indications qui pour moi sont incontournables. La première, c'est le malade qui échappe. Le malade qui échappe à un anti-TNF, avant, je dirais, aveuglément d'augmenter la dose ou de changer de molécule, on n'en a pas beaucoup en plus, on doit savoir pourquoi est-ce qu'il échappe. S'il échappe parce qu'il échappe tout simplement à un anti-TNF, il vaut mieux switcher vers une toute autre molécule dans une étude. Soit il échappe parce qu'il a plein d'anticorps et dans ces conditions, un autre anti-TNF fera un effet, voire l'utilisation d'un immunosuppresseur. Donc là, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il échappe. Et le dosage sérique de cet anti-TNF et de ces anticorps me paraît indispensable. Et puis le deuxième point, c'est qu'on est en train de traiter vite et fort nos patients par des traitements combinés. C'est-à-dire que rapidement, on va avoir une association d'un anti-TNF et d'un immunosuppresseur. Mais là, on ne va pas les garder à vie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ou proposer à un moment une désescalade thérapeutique. Et là, au moment de la désescalade, on ne peut pas savoir cliniquement parlant lequel des deux il faut arrêter. Et là, ces taux sériques vont nous permettre sans doute d'avoir le meilleur choix. Vous avez présenté récemment des travaux sur le taux sérique de l'infliximab et de l'adalimumab et la cicatrisation aussi des muqueuses dans les MICI au GIFOD 2013. Est-ce que vous pouvez nous en résumer les grandes lignes? Il y a des données maintenant, il n'y a pas que les nôtres, je dirais, sur l'infliximab. Il y avait 3 études qu'on appelle des sous-analyses, alors elles sont moins puissantes, qui avaient montré qu'il existait un lien entre des taux sériques favorables d'infliximab et l'obtention d'une cicatrisation muqueuse. Nous, on a fait l'étude de manière prospective avec ce critère d'analyse en critère principal d'analyse. Et on montre clairement qu'il existe une forte corrélation entre les taux sériques d'infliximab et lorsqu'on les optimise, l'augmentation qu'on obtient dans le sang de l'infliximab sérique et l'obtention d'une cicatrisation muqueuse. Et quand on a étudié l'adalimumab dans la même idée, tant dans le Crohn que dans la rectocolite hémorragique, on montre très clairement une corrélation entre le taux sérique d'adalimumab et l'obtention ou le pourcentage d'obtention de la cicatrisation muqueuse dans les deux maladies. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.